A Tesla robot attacked an employee, leaving him battered and bloody. The robot apparently was designed to move aluminum car parts, but malfunctioned and ended up pinning the engineer. And sank its metal claws into his back and his arms, leaving a, quote, trail of blood. Is the robot revolution already here, Julie? Okay, first of all, so this was an accident waiting to happen. Robots should not be doing the jobs of humans. Optimus est un robot humanoïde d'1m73 qui marche sur deux jambes, danse et sert des cocktails. Il est conçu pour automatiser des tâches répétitives ou ennuyeuses, comme nettoyer la cuisine après un repas, plier le linge, ranger la maison ou porter les courses de personnes âgées. L'objectif, c'est de donner un corps à l'intelligence artificielle pour en faire un assistant domestique. D'après Elon Musk, à terme, Optimus pourra faire à peu près n'importe quoi, et ce sera le plus grand produit de tous les temps. Si bien qu'en 2040, il y aura plus de robots humanoïdes sur Terre que d'humains. Je suis pas un fan d'Elon, mais force est de constater que quand il tente un truc, il lui arrive de réussir. So I think we should be cautious with AI because it's a danger to the public. It has the potential, however small one may regard that probability, but it is non-trivial. It has the potential of civilizational destruction. There's movies like Terminator, but it wouldn't quite happen like Terminator because the intelligence would be in the data centers. Right. The robot's just the end effector. It is conceivable that AI could take control and reach a point where you couldn't turn it off and it would be making the decisions for people. Yeah, absolutely. Absolutely. No, that's definitely where things are headed, for sure. Mais s'il a si peur de ce futur, alors pourquoi il le construit ? Cette vidéo est en collaboration avec le Dyson OnTrack, le casque audio designé par Dyson pour reproduire fidèlement l'intention des artistes de votre playlist. 8 micros surveillent en permanence le bruit ambiant pour neutraliser la pollution sonore jusqu'à 40 décibels. Il couvre une gamme de fréquences supérieure à ce que nos oreilles peuvent entendre. Ces fréquences donnent plus de poids et de profondeur aux basses et des aigus plus clairs et détaillés pour produire un son fidèle sans distorsion avec des détails auparavant inaudibles. Le casque a été conçu pour répartir le poids équitablement des deux côtés de la tête plutôt que sur le dessus. Et les coussinets sont en microfibre ultra doux afin de pouvoir le porter pendant des heures sans fatigue. Les batteries sont cachées dans l'arceau et offrent la meilleure autonomie du marché, 55 heures d'écoute avec réduction de bruit active. C'est en moyenne 2 semaines d'utilisation, donc vous pouvez partir avec le OnTrack sans chargeur et il vient avec une housse de protection très minimaliste qui prend aucune place dans le sac. Il y a plus de 2000 combinaisons de couleurs possibles car les caches extérieures en aluminium et les coussinets microfibres sont interchangeables. Et moi j'ai choisi ça. Je suis quelqu'un de chiant, je sais, mais il est trop beau. Si ça vous frustre, vous pouvez créer votre combinaison de couleurs pour le Dyson OnTrack en cliquant sur le lien en description. Merci à Dyson de soutenir cette vidéo. Bon, les médias ont beaucoup parlé de cette histoire d'ingénieur attaqué par un robot dans une usine Tesla. Mais c'est pas vrai. En fait, l'accident est arrivé, mais il réparait des bras robotisés qui n'ont rien à voir avec les robots Tesla, ni avec une intelligence artificielle. C'était un bras industriel classique. Il n'a pas été attaqué, il a oublié de le désactiver avant de s'en approcher. Et le bras a simplement continué le mouvement pour lequel il était programmé. C'est juste une erreur humaine. Prétendre que c'est une attaque de robot qui se révolte, ça revient à accuser un marteau d'avoir tapé à côté du clou. Vous pouvez l'insulter dans la douleur, je comprends, mais ça n'a pas de sens. A priori, on est assez loin d'une révolte de robots, mais on est peut-être en train d'en construire les fondations. Optimus fonctionne un peu comme une Tesla. Il est bardé de caméras, de micros, de capteurs de mouvement qui analysent en permanence son environnement. Ce qui lui permet d'interagir avec, c'est un cerveau artificiel qu'on appelle réseau neuronal. Concrètement, c'est un ordinateur dans lequel on a stocké d'énormes quantités de gestes humains. Des ingénieurs ont enregistré différents mouvements, comme celui de saisir un verre, en portant une combinaison recouverte de capteurs. Ça permet au robot de décomposer le geste pour pouvoir le reproduire. Mais c'est pas si simple. En fait, c'est même d'une extrême complexité. Parce que pour un geste aussi basique, il existe des tas de scénarios. La hauteur de la table, le diamètre du verre, le poids de la bouteille, son contenant. Cette multitude de variables lui empêche d'apprendre le mouvement par cœur. Il doit le comprendre. Et ça, c'est un énorme défi technique. Soulever un verre, c'est pas un geste simple. Ça demande une coordination neuromusculaire qui implique des milliers de récepteurs sensoriels qui nous permettent une adaptation instantanée à la masse de l'objet et une correction continue de la posture. On s'en rend pas compte parce que ça nous demande peu d'efforts. Cette compréhension innée de notre environnement, on la doit à des milliers d'années de développement. Notre cerveau a hérité sur des millénaires de mécanismes qui lui permettent de percevoir l'espace et les objets sans le moindre effort conscient. C'est un réflexe codé dans la structure même de notre système nerveux. Un robot n'a pas cet héritage. Il n'a pas cette lecture du monde.
Il ne perçoit que des données brutes issues de ses capteurs, des points dans l'espace, des chiffres qu'il doit interpréter en temps réel pour construire une représentation du monde. Il doit faire des calculs complexes pour déterminer en permanence la distance, la trajectoire exacte, la vitesse de déplacement, le poids et donc la force de pression nécessaire pour saisir le verre sans le laisser tomber ni l'exploser. Tout ça demande une énorme puissance de calcul, une grande quantité de données d'entraînement variées, une précision mécanique fine et des algorithmes d'apprentissage par renforcement qui lui permettent de s'améliorer lentement. Un robot doit apprendre tout ce que nous savons instinctivement. On est très loin de l'intelligence humaine. Mais cet apprentissage naissant, c'est une forme d'intelligence. D'après Elon Musk, Optimus entrera en production en 2025 à quelques milliers d'exemplaires pour un usage interne dans les usines Tesla. En 2026, il vise une production en plus gros volume pour les entreprises et d'ici quelques années, vous pourrez en commander un entre 20 et 30 000 $. Maintenant, est-ce que vous le ferez? Est-ce que vous avez envie, en rentrant chez vous, de voir un robot s'activer en cuisine pour préparer votre repas afin que vous n'ayez plus qu'à mettre les pieds sous la table? Est-ce que vous avez envie qu'il vous serve un café, qu'il plie votre linge, qu'il range la chambre des enfants, qu'il gère le service pendant que vous profitez de vos invités et qu'il range la cuisine alors que vous dormez? Elle est pas évidente cette question. Je sais que c'est le rêve de certains et le cauchemar des autres, parce qu'on peut y voir la déshumanisation du quotidien ou l'automatisation des corvées. Ce débat, il est pas nouveau. Il existe depuis que l'idée d'automatiser le travail humain est apparue. Le mot robot vient d'une pièce de théâtre de 1920. C'est une dérive du mot tchèque robota, qui signifie corvée. Un robot, c'est une machine complexe qui automatise l'effort physique. Votre machine à laver ou votre lave-vaisselle, c'est déjà l'automatisation de l'effort. Mais c'est trop simple pour être considéré comme un robot. En fait, il y a un type de robot qui est déjà entré chez beaucoup de gens, c'est l'aspirateur. Mon aspirateur robot est capable d'analyser l'espace, de s'y déplacer en évitant les obstacles et d'adapter sa puissance à la quantité de poussière de manière totalement autonome. Donc nous avons déjà des robots qui se baladent chez nous. Pourquoi on l'accepte? Parce que c'est pratique. J'éprouve pas particulièrement de plaisir à faire la poussière, alors un robot s'en occupe pour moi quand je suis absent. Historiquement, on délègue des tâches aux machines en le justifiant par l'efficacité, l'économie de temps et la minimisation de l'ennui. En fait, on achète de la liberté. Et c'est pas juste une question de confort. Je crois qu'il y a là un enjeu social. On passe en moyenne 2 heures par jour à l'entretien ménager. Et seulement 30 minutes sont dédiées aux activités relationnelles. Dans la mesure où nous sommes des êtres sociaux, on pourrait être tenté, à l'échelle de la société, de déléguer une partie de nos corvées domestiques à des robots pour nous libérer un temps précieux et l'investir dans les interactions qui nous sont vitales. En s'occupant de chacune de nos obligations, Optimus nous offrira bientôt la liberté suprême. Mais je crois que c'est un mensonge. So are you being remote controlled? How's your night going, sir? Good. I said, are you being remote controlled? Today, I'm assisted by a human. I'm not yet fully autonomous. Thank you. Here you go, sir. Ce que vous voyez là n'est pas un robot autonome. Il est en partie télécommandé à distance par un opérateur humain. Une source interne a précisé qu'ils étaient capables de marcher seuls, mais qu'ils étaient supervisés à distance par des employés de Tesla pour les actions plus complexes. Pourtant, des robots qui savent faire des cocktails, ça existe. Ce qui n'existe pas, c'est un robot qui sache faire tout ce qu'Elon Musk promet. Beaucoup d'entreprises développent déjà des robots humanoïdes, et elles sont pas vraiment impressionnées par Optimus. Tesla a fait beaucoup de progrès en peu de temps, mais ils sont très loin d'être à la pointe de la technologie, tant sur le plan mécanique que sur son intelligence. La réalité, c'est qu'Optimus a de grandes ambitions, mais on n'a aucune preuve de ses capacités. On sait qu'il peut marcher, tenir sur une jambe, s'accroupir, faire des mouvements de base et soulever un objet, mais on n'a jamais eu de démonstration réelle d'une action complexe. Elon Musk a menti par omission pour rendre Optimus plus impressionnant devant les investisseurs. Mais il a été trahi par l'un de ses robots. S'il ne sait pas servir un verre dans un environnement qu'il connaît, comment faire croire à des investisseurs qu'il pourra bientôt tondre la pelouse, manipuler des couteaux et régler le thermostat d'un four dans des milliers de foyers? Je prétends pas que ça n'arrivera jamais, mais je crois pas une seconde au calendrier d'Elon Musk. Et je crois que lui non plus. Il lui arrive de se tromper, souvent, mais je pense qu'ici c'est une stratégie. Il joue avec le temps. 30 000 $ pour une machine aussi complexe, c'est possible uniquement en vendant beaucoup de robots, afin que l'échelle compense les coûts. Mais aujourd'hui, la demande d'un robot humanoïde domestique n'existe pas. On a plutôt une aversion pour cette technologie, qui repose sur un profond questionnement philosophique. Le défi technique est déjà d'une infinie complexité, mais le défi culturel est une épreuve encore plus grande. Personne n'est prêt à ça. En présentant une échéance irréaliste, en nous faisant croire que les robots domestiques arrivent demain, ils forcent le débat social. Ils provoquent la conversation qu'on est en train d'avoir en ce moment. Cette anticipation brutale donne le temps à la société de se positionner, de débattre et de s'habituer à l'idée. Il s'assure que lorsque la technologie rattrapera enfin la promesse, la société aura déjà débattu, déjà envisagé, déjà intégré l'idée d'un majordome robotique. Aujourd'hui, il ne vend pas un produit, il impose une vision. Il normalise l'idée selon laquelle c'est une évolution technologique naturelle. Il imprime dans l'imaginaire collectif la notion que la domesticité robotique n'est que la prochaine étape de la consommation de masse, et qu'elle se fera avec Tesla. Musk sait que notre tolérance technologique est proportionnelle à nos besoins qui évoluent en fonction du climat social. Alors il provoque ce changement lui-même. C'est diabolique. Et s'il veut qu'on ait ce débat,
alors on va la voir. Bon, vous devez savoir que j'ai aucune aversion envers le progrès technologique, mais je crois qu'on doit jamais oublier la notion de progrès. La facilité technologique a inévitablement des effets indésirables, car quand on donne une tâche à une technologie, on se prive d'un savoir-faire. Quelqu'un qui ne sait pas cuisiner dépend du Uber Eats. Quand on gagne en facilité, on perd en autonomie. La liberté, c'est pas une question de confort, c'est une question de choix. La liberté, c'est avoir des options. L'autonomie, c'est avoir les moyens de les exploiter. Sans autonomie, la liberté est une coquille vide. Une technologie qui prétend nous libérer du moindre effort est contradictoire, car l'effort est un préalable à la liberté. La différence entre un petit robot qui rampe sous les meubles et un humanoïde d'1m73 avec des jambes, des bras et une voix qui me demande si je veux un autre café, c'est pas tant le gabarit, c'est le substitut social. Un robot aspirateur fait une tâche qu'on considère un peu ingrate pour nous faire gagner du temps. Mais un humanoïde qui singe l'humain peut potentiellement tout faire, y compris des tâches plus subtiles. L'acte de préparer un repas, dresser la table, servir des invités, ce sont pas des corvées. C'est un langage social non verbal. On le fait avec amour. Si on adopte une machine qui sait le faire à notre place, il y a de grandes chances qu'on perde ce langage. Parce que notre cerveau se dirige naturellement vers la facilité. Le débat autour de la robotique domestique est pas seulement une question de tolérance au progrès. C'est un risque d'appauvrissement de l'esprit et une profonde remise en cause de nos rituels sociaux, de la manière dont on conçoit les moments qu'on partage entre humains. La stratégie d'Elon Musk, c'est de pas vous laisser le temps de vous poser cette question. Sa position d'autorité lui permet de façonner un cadre mental dans lequel il n'y a que deux avenirs possibles. Celui dans lequel les robots nous soumettent ou celui dans lequel nous les soumettons. Il veut vous faire penser que c'est peut-être pas votre vision du monde idéal, mais qu'on ne peut vivre parfaitement dans un monde imparfait. Mais je crois que dans les deux cas, ce que nous jouons, c'est notre humanité. Merci à tous, merci à Dyson, c'était Léo Duff.